Bonjour tout le monde, je me présente, Marie-Michel Lieu de la compagnie Québec Traitement. Nous sommes fiers partenaires de Baseball Québec depuis l'an. Encourager le sport chez les jeunes est pour nous très important. C'est pourquoi nous voulons remercier tous ceux qui sont impliqués dans le projet des manches supplémentaires de Prévoit. Merci à tous pour la magnifique saison et à l'année prochaine. Alors, bonjour tout le monde, bienvenue à cette manche supplémentaire de Baseball Québec. Un autre projet cette année en raison des assises qui n'auront pas lieu, étant donné les raisons que tout le monde connaît, étant donné la pandémie qui perdure tranquillement. On espère encore avoir des assises en présentiel l'année prochaine, mais il n'est pas dit qu'on ne continuera pas ce format-là parce que c'est un format qui nous plaît bien d'avoir des formations comme ça puis de pouvoir rejoindre les gens, nos membres un peu partout au Québec. Je suis Steve Duchesneau, je suis directeur administratif de la Fédération de Baseball Québec depuis 7 ans. J'ai un parcours qui vient des associations également. J'ai débuté au niveau régional comme président régional en 2000. Jusqu'en 2007, j'étais président de la région de la Naudière. En 2007, je suis devenu vice-président et trésorier au sein du conseil d'administration de la Fédération jusqu'en 2014. Puis en 2014, j'ai été embauché à titre de directeur administratif depuis ce temps à la Fédération de baseball amateur du Québec. Mon background est surtout un background en droit. J'ai travaillé avant dans des grands cabinets d'avocats de la ville de Montréal pendant une vingtaine d'années en propriété intellectuelle. Donc, parcours un peu atypique, mais qui m'a rattaché à la base, qui m'a ramené vers mon amour du baseball. Donc, après une carrière de 20 ans en droit, quand on est venu sonner à ma porte pour me dire, ben, ça te tente de faire de l'administration à Baseball Québec, ben, j'ai sauté dans le bain, j'ai fait un certificat d'administration à l'université et puis me voici, me voilà. À la fédération, je suis entre autres en charge des finances, surtout en charge des finances, mais également en charge de la gouvernance. Donc, je sais que ce soir, on va parler de gestion financière des OBNL, mais si vous avez des questions de gouvernance, c'est avec mon bureau que vous pouvez, c'est à moi que vous pouvez contacter. Donc, ça va me faire plaisir de vous aider si vous avez quoi que ce soit à ce niveau-là. C'est la première manche supplémentaire que moi je donne cette année. Donc, la période des manches supplémentaires se déroule de novembre à mars. Alors, c'est ma première de 8 ou 9. Alors, je vous demande votre indulgence pour s'assurer que la technologie fonctionne bien. Il y a eu un petit problème avec le son au départ, mais maintenant, je pense que tout est réglé. Je vais juste m'en assurer en regardant ici s'il n'y a pas quoi que ce soit qui est mal. OK, on est parfait. Alors, ben, la présentation de ce soir, j'ai l'intention de faire ça environ en 30 minutes, puis vous laisser un petit moment à la suite si vous avez des questions. Ça va me faire plaisir d'y répondre. S'il y a des questions que je n'ai pas le temps de répondre ou que vous n'avez pas l'occasion de poser ce soir, ben, ça va me faire plaisir de prendre un courriel, que vous pouvez me contacter par courriel, par téléphone à la Fédération. Sans problème, je pourrais vous aider. C'est un peu mon rôle. On ne mettait pas les manches supplémentaires les mardis soirs ni les jeudis soirs en raison du Canadien qui jouait. On voulait donner des chances d'avoir le plus de monde possible. Le Canadien jouait évidemment ce soir. Ben, salut à ceux qui suivent le match quand même. Mais j'imagine que pour les partisans, une période à soir, c'était encore suffisant puisque c'est déjà 3-0 après une pour Washington, évidemment. Alors, on est parti. Les éléments clés d'une bonne gestion financière. Beaucoup de bénévoles œuvrent dans diverses sphères de la société, tant au niveau du sport, du loisir, de la santé. On estime à 12,7 millions de bénévoles au Canada qui œuvrent auprès d'OBNL. Puis beaucoup de ces gens-là sont également des administrateurs. Donc, la portée des bénévoles est vraiment immense. Évidemment, ces bénévoles-là détiennent de grandes compétences, des compétences et d'intérêt. Quand on parle de finances, quand on parle de gouvernance, quand on parle de plusieurs éventails de compétences en activité physique, en entraînement, bon, bref, tout le monde a des compétences vraiment disparates. Mais dans chaque association de baseball, tant locale, régionale, ben, ça prend quelqu'un qui s'occupe des finances. Ça prend un administrateur qui est nommé trésorier, qui, lui, s'occupe de la partie financière. Plusieurs administrateurs ne sont pas à l'aise avec les affaires financières des OBNL. Souvent, une des pires choses à faire, c'est qu'on est sur un CA, on ne comprend pas trop ce qui se passe avec les finances, mais on ne veut pas trop s'en mêler parce qu'on se dit qu'il y a sûrement quelqu'un autour de la table qui connaît ça mieux que nous. Fait qu'on se ferme un petit peu les yeux et on laisse ça aller.
Ce n'est pas vraiment une bonne chose à faire. Et pourtant, tous les administrateurs sont imputables, même si vous êtes assis autour de la table sur un conseil d'administration, puis que vous décidez de fermer les yeux, puis de ne pas trop soucier des finances, ben, s'il y a un problème, s'il y a une fraude ou quoi que ce soit, ben, vous êtes imputable au même titre que les autres administrateurs, que vous connaissez ça ou pas. Le Conseil du Trésor du Canada définit la gestion des ressources financières comme un continuum d'activités menées pour assurer l'utilisation prudente, efficace, efficiente et économique des ressources et leur gérance. Il y a notamment des activités de planification, de budgétisation, de comptabilité, d'établissement de rapports, de contrôle de surveillance, d'analyse, d'aide et de conseil à la prise de décision et de système de gestion financier. C'est une belle grosse définition qui vient du Conseil du Trésor, mais ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un processus continu de gestion des ressources financières. C'est une roue qui tourne, puis c'est avec des mécanismes de contrôle qui viennent protéger les administrateurs puis les parties prenantes, donc les bénévoles, les joueurs, les commanditaires, s'il y en a. Donc, tout ce cycle-là, c'est un processus continu qui tourne sans arrêt de toute l'année, puis ça vient faire en sorte que ça protège les administrateurs. Mais le cycle budgétaire, c'est quoi? Le cycle budgétaire, comme je vous disais, c'est une roue. Ça commence par la préparation d'un budget, l'adoption du budget, les opérations reliées à ce budget-là, puis le contrôle, et les redditions de comptes qui sont faites à la fin de l'année. Commençons par parler de la préparation du budget. Le tout premier départ du cycle budgétaire complet, c'est la préparation. Un budget, ben, la façon de faire un budget, on établit un calendrier budgétaire au départ. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est si je dois présenter mon budget au 1er mars d'une année, ben, je fixe ma date de présentation du budget au 1er mars, puis après ça, je recule dans le temps dans mon calendrier pour fixer mes autres étapes que je considère importantes. Donc, recueillir l'information nécessaire. Recueillir l'information nécessaire, c'est si on a des activités spéciales pendant la période budgétaire, est-ce qu'on a besoin aussi des budgets des années passées, des résultats financiers des années passées, tout pour voir comment on peut faire là, pour tout ce qu'on doit prendre en considération pour faire notre budget. Ensuite, il faut demander l'avis des administrateurs parce que c'est eux qui sont responsables des dossiers. Souvent, les administrateurs dans les associations locales, il y en a un qui s'occupe plus des entraîneurs, il y en a un qui peut s'occuper de l'équipement, il peut s'occuper des uniformes. Si les uniformes sont finis, bien, évidemment, lui, il faut qu'il ait son input au moment où on prépare le budget parce que c'est lui qui va dire, écoute, cette année, on a besoin d'investir un 15 000 dans les uniformes. Donc, c'est important de demander l'avis des administrateurs qui sont autour de la table avec vous dans votre équipe pour pouvoir avancer dans la préparation du budget. Ensuite, on étudie toutes ces infos-là, puis on prépare un projet de budget. Puis ensuite, finalement, une fois qu'on en discute avec nos administrateurs encore, on fait de la révision, puis on fait des modifications. C'est important d'avoir une planification financière qui est efficace. Une planification financière efficace va vous apporter évidemment de nombreux avantages, dont, entre autres, au tout départ, suivre avec plus de rigueur chacune des activités. Par exemple, si vous créez un projet qui s'appelle le défi triple jeu ou la soirée de fin de saison, vous allez être capable vraiment de suivre avec plus de rigueur par projet comment telle activité vous a coûté, comment ça a été financé, comment vous en êtes sorti au niveau financier. C'est important aussi, la planification budgétaire, c'est un gros avantage de pouvoir estimer à l'avance les fonds nécessaires pour les activités. Si on n'a pas un sou dans nos coffres en janvier et puis qu'on doit acheter des uniformes, ben, on ne sera pas capable. Donc, il faut attendre la période d'inscription, à moins qu'on ait fait une bonne planification financière, 1-2 années avant, puis on est capable d'accumuler des surplus pour justement avoir cette liquidité-là pour acheter nos uniformes quand ça va être le temps en début de saison. C'est aussi un gros avantage d'être proactif dans le suivi et le contrôle et de devoir prévenir les coûts. Avec une bonne planification financière et budgétaire, si on se rend compte qu'on avait budgété pour 15 000 en revenus de joueurs, et puis qu'une fois que les inscriptions sont complétées, bon, on est arrivé à peine à 12 000 bien, on sait qu'on va avoir un petit problème avec 3 000 On sait qu'il va nous manquer 3 000 quelque part. Donc, on est capable, si on a fait une bonne planification budgétaire, d'aller couper dans nos dépenses pour des montants équivalents. C'est également l'avantage d'avoir une bonne base pour la transparence et la reddition de comptes. Donc, la reddition de comptes, on va en reparler plus tard, mais la transparence, c'est ce qui va donner aussi la crédibilité à votre organisation.
Et c'est un très bon document de base pour la sollicitation de commanditaires. Si vous avez un budget qui est clair, puis vous êtes capable d'aller voir des commanditaires, puis leur montrer à quel point vous avez besoin de plus de sous, je pense que vont être plus enclin de vous aider si les choses sont bien faites. Excusez-moi. Ça, pas long. OK. Et ça nous permet de planifier l'avenir. Comme je vous disais tantôt, si on veut renouveler nos uniformes à tous les 3 ou 4 ans, ben, on est capable de planifier l'avenir puis de se garder des surplus toujours par la planification budgétaire. Et finalement, ben, d'augmenter la motivation des administrateurs. Si on a un budget qui est bien fait, ben, les administrateurs n'ont pas l'impression de s'en aller à tâtons là-dedans avec les yeux fermés. Ils savent que c'est sérieux puis ils peuvent compter sur la planification budgétaire. Comment on prépare ça, un budget? Il n'y a pas de recette miracle pour préparer un budget. On peut le faire de deux façons. On peut ou bien le baser sur les revenus. Donc, on fixe nos revenus puis on établit nos dépenses en fonction de ça. Si, par exemple, on estime avoir des revenus de joueurs, d'adhésion de joueurs, d'adhésion de commanditaires, de tout ça d'environ 30 000, ensuite, on va venir ajuster nos dépenses pour y aller avec 30 000. Ou bien, on peut le faire à l'inverse, basé sur les dépenses. Donc, on fixe nos dépenses, on regarde tout ce que ça nous coûte dans l'année, les tournois, les uniformes, les équipements, les arbitres, les terrains, si on a des frais de terrain. Puis ensuite, avec ce montant-là, on est capable de fixer combien qu'on devrait charger aux jeunes pour jouer. Donc, on établit nos revenus en fonction de nos dépenses. Il y a la présentation du budget dans ce premier cycle-là aussi de la planification budgétaire qui est vraiment importante. Comment on présente ça, l'information financière au CA? Il y a une façon de faire qui est quand même relativement simple que moi, j'utilise quand je fais le budget de la fédération et que je présente au conseil d'administration. Moi, j'aime bien utiliser sur un one-pager, sur une page seulement, et avec les projets dans des annexes qui suivent. Si, par exemple, je dis que les tournois au Québec vont représenter des revenus de 90 000 ben, je suis capable de le détailler dans un annexe plus bas, en arrière, qui dit que, bon, tant de frais de sanction, tant de ristournes, puis tout ça. Donc, je pense que c'est bien d'avoir un budget sur une page où un administrateur peut avoir d'un coup d'œil vraiment l'ensemble de la planification financière. Ce qui est important aussi quand on présente le budget au conseil d'administration, c'est de fournir le budget de l'année précédente et les résultats réels du passé. Moi, quand je présente ça à mon CA, c'est 3 colonnes. C'est vraiment le budget 2022, à côté le budget 2021, puis le réel en 2021. Comme ça, ben, tout le monde est capable de se comparer un petit peu avec les années passées. Évidemment, on explique quand il y a des écarts. Des fois, il y a des projets supplémentaires qu'on ne fait plus ou des projets supplémentaires qu'on va faire cette année. Il ne faut pas oublier que plusieurs administrateurs autour de la table sont des néophytes en finance, puis ils ont besoin de repères et de comparatifs là, pour pouvoir se prononcer à savoir si c'est bon ou pas. Préparation des informations détaillées pour justifier à l'avance les écarts les plus importants. C'est ce que je vous dis. Si une année, vous prévoyez qu'il va y avoir des frais de tournoi pour vos équipes de 4 000 puis que l'année d'après, ben, ça coûte juste 2 000 ben, il y a un écart à justifier. Ben, évidemment, OK, ben, on permettait à tout le monde de faire 2 tournois, on payait 2 tournois pour chaque équipe. Ça, nous, on en paye juste un. Ben, c'est facile à justifier. Juste pour les gros écarts, essayer de les justifier pour essayer d'aider toujours, là, comme je vous disais, les néophytes. Et il faut fournir également un scénario réaliste, puis un second scénario adapté à la réalité adaptée, positive ou négative, par exemple la fameuse COVID. Quand j'ai fait mon budget en 2019, on voyait ça s'en venir, ça commençait la COVID à se développer en Asie. Mon président, tout de suite, c'est moi qui construis le budget à Baseball Québec. Mon président, tout de suite, il m'a contacté pour me dire Steve, peux-tu essayer de couper 50 du membership de la fédération, voir qu'est-ce qu'on devrait couper comme activité, comme dépense au sein de la fédération. Donc, déjà, on était capable d'avoir un scénario qui était plus catastrophique. Finalement, ça n'a pas été aussi pire que ça, mais on a quand même réussi à bien s'en sortir à cause d'une bonne planification financière. On était capable de fournir cette réalité-là là, qui était plus problématique. Ça va pour la préparation du budget. Maintenant, quand on parle d'adoption du budget, comment ça se passe, l'adoption du budget?
Première étape, le trésorier soumet le budget au comité de finances, si applicable, évidemment. Vous allez me dire, la plupart des associations, probablement même de région, vous n'avez pas de comité de finances sur votre conseil d'administration. Je comprends ça. Nous, on a un comité de finances à la Fédération depuis cette année, depuis 2021. C'est une obligation que le ministère nous a envoyée pour tous les OBNL sportives de la fédération, pour toutes les fédérations, en fait, pas les OBNL sportives, mais toutes les fédérations provinciales pour avoir une étape de plus dans la création du budget. Puis j'étudie encore, moi, dans la vie, là, j'étudie encore en administration. Et justement, la semaine dernière, je suis tombé sur, j'étudie le droit présentement, le droit des sociétés, le droit de la gouvernance, tout ça des sociétés. Et puis, je suis tombé sur une jurisprudence fort intéressante qui disait que, comme je vous disais tantôt, tout le monde est imputable sur le conseil d'administration quand il se passe quelque chose. Si vous faites fi, si vous vous désintéressez de l'information financière qui vous est donnée, ben, si jamais il y a un problème, on pourrait dire que vous n'avez pas été prudent, vous n'avez pas été. On ne dit plus agir en bon père de famille, là, mais on parle de prudence. Donc, si vous n'êtes pas consciencieux, si vous n'êtes pas intéressé, vous ne pouvez pas dire que vous êtes prudent puis vous remplissez votre devoir de prudence en agissant de cette façon-là. Toutefois, cette jurisprudence-là disait que si l'adoption du budget est proposée par un comité du conseil d'administration, ben, vous avez fait votre devoir de diligence et de prudence parce que ben, vous avez nommé quelqu'un sur ce comité-là, sur le conseil d'administration, qui s'est donné cette charge-là, puis en qui vous avez confiance. Donc, à ce moment-là, c'est correct. Donc, c'est vraiment une recommandation que je fais. C'est pas gros un comité de finances. Ça peut être juste 3 personnes sur vos conseils d'administration. Les 3 personnes qui ont le plus d'intérêt en finance pour faire le budget, pour regarder les états financiers. C'est pas la personne qui va faire le budget et qui va faire la reddition de compte. C'est vraiment la personne qui va faire le premier screen, qui va probablement regarder ça avec lui. À la fédération, là, le comité de finances, c'est le président, le trésorier et moi. Puis c'est moi qui prépare tous les documents, puis ensuite, je le soumets à eux. Ils me posent leurs questions, on fait des corrections, puis ensuite, on va, je conseille après le chaîne, le comité regarde le budget puis pose des questions. Ils vont me poser des questions, c'est pourquoi on a ci, pourquoi on a ça, comment t'expliques cet écart-là. Puis ensuite, une fois qu'eux sont satisfaits, bien, c'est ce comité-là qui recommande l'adoption au budget, l'adoption du budget au CA. Donc, c'est important, oui et non, mais je pense que ça peut vous dégager une certaine responsabilité d'avoir des gens qui sont plus intéressés, puis ces gens-là, ils sont mandatés par le conseil d'administration. Donc, c'est des administrateurs qui font partie du CA, mais qui font également partie du comité de finances. Puis ensuite, c'est ça. Ce comité-là va recommander l'adoption du budget, puis le CA va ensuite adopter le budget. C'est une étape de plus, mais des fois, on sauve beaucoup de temps. Si ces 3 personnes-là sont vraiment intéressées par les finances, par le budget, c'est beaucoup plus facile que de présenter ça directement au CA, puis que les gens, des fois, ils ont moins d'intérêt ou ils s'en foutent un petit peu. C'était l'adoption. Pour l'adoption du budget, c'est tout ce que j'avais à dire. Maintenant, opération et contrôle, c'est vraiment la grosse étape. Qu'est-ce qu'on fait avec notre budget ensuite? Comment on gère nos opérations, puis surtout comment on contrôle nos risques et nos dépenses. Le suivi budgétaire, ben, il y a des éléments clés pour un suivi budgétaire qui serait réussi. Évidemment, c'est parce que les administrateurs sont imputables, donc c'est fait pour protéger le monde. C'est important d'avoir un suivi budgétaire qui est vraiment bien fait parce que personne ne va pouvoir dire ben, je n'étais pas au courant lorsqu'ensuite il va y avoir des problèmes, puis ces gens-là, ils pourraient se faire poursuivre. Donc, c'est important de bien contrôler les risques. Donc, ça prend un bon système de tenue de livre et mettre à jour les données régulièrement. Puis, on ne parle pas nécessairement de QuickBooks, d'Acomba, et tout ça. Un fichier Excel peut très bien faire l'affaire pourvu que c'est clair et que tout le monde est capable de s'y référer facilement. Puis, mettre à jour régulièrement, bien, c'est le nerf de la guerre, là. Si on le fait bien, ce n'est pas si compliqué que ça. Il faut juste être capable de le tenir toujours à jour. Comme ça, quand on a besoin de savoir si on a de l'argent ou pas pour faire une activité ou un achat quelconque, bien, on a la donnée tout de suite. On n'est pas obligé de dire attendez, là, je vais faire des calculs, je vais faire mes entrées, puis après ça, je vais vous le dire. On est capable d'avoir les données rapidement. Et tout ça fait en sorte d'assurer une vigie régulière des documents financiers transmis. Les états de compte qu'on reçoit chaque mois de la caisse, on assure une vigie régulière de ça pour s'assurer qu'on est toujours en conformité avec notre fichier Excel ou notre bon système de tenue de livre. Il faut faire un suivi régulier des encaissements et des décaissements.
s'assurer que tout ça est fait là, régulièrement, qu'on reçoit nos sommes, puis qu'il n'y a pas, s'il y a une levée de fonds qui se fait, qu'il n'y a pas quelques centaines de dollars qui restent à la table de chevet du trésorier parce qu'il n'a pas eu le temps d'aller l'encaisser à la caisse. C'est important de faire un suivi régulier des encaissements et des décaissements. Il faut vérifier le solde du compte de banque au moins une fois par semaine. L'inscription aux transactions en ligne est souhaitable, évidemment. Je pense qu'en 2021, tout le monde est capable de voir son solde en ligne. C'est important de s'assurer à chaque semaine que les chèques qu'on a faits sont passés, que toute notre conciliation est correcte. Il faut prendre le soin d'analyser les écarts entre le budget et les résultats et en informer le CA le plus rapidement possible. Si, comme je disais tantôt, on a prévu 15 000 d'inscription, puis il y a juste 12 000 finalement d'inscription qui est rentré, ben, il faut être capable de tout de suite analyser les écarts rapidement au mois de mai, dire hey, nos inscriptions n'ont pas été si bien que ça, ou au contraire, les inscriptions ont été super bien, ben, comment on peut ajouter nos dépenses pour essayer de bonifier notre baseball puis d'essayer de faire plaisir à notre monde. T'sais. Et c'est un très, très, très important, puis ça fait aussi partie des recommandations, voire obligations du ministère vis-à-vis des fédérations, c'est de fournir les données financières à jour à chaque réunion du CA. Je ne sais pas à quelle fréquence vous donnez des CA au niveau des associations ou des régions, mais c'est important d'avoir des données financières à jour à chaque réunion. Ce n'est pas un point qui est compliqué, ça peut prendre 2-3 minutes si c'est bien fait. C'est juste quelque chose qui va protéger les administrateurs, mais aussi protéger le trésorier et montrer qu'il fait son travail et que toutes ces choses sont à jour. Puis ça aide tout le monde. Ça aide pour la confiance, puis ça aide à ce que tout le monde aille dans la même direction. Mais pour tout ça, comme je vous disais tantôt, c'est important de bien contrôler les risques. Puis comment on contrôle ça, les risques? Ben, en fait, c'est quoi un risque? C'est toute chose ayant une incidence sur la capacité d'un organisme d'atteindre ses objectifs et de préserver sa réputation. Des risques, il y en a de toutes sortes. Il y a différentes catégories de risques. Il y a des risques en matière de conformité qui sont, exemple, vous recevez une subvention, une commandite qui est désignée pour un projet spécifique ou un but spécifique, puis vous ne faites pas ce qui est demandé, bien ça, c'est un risque en matière de conformité. Vous pourriez perdre la subvention, vous pourriez perdre le commanditaire. Il y a aussi des risques externes. Des risques externes, c'est des choses qu'on ne contrôle pas, qui sont externes, mais qui sont quand même des risques, comme exemple la COVID, exemple la tendance démographique ou la tendance économique. S'il y a de moins en moins de jeunes, bien, il va y avoir de moins en moins de jeunes qui jouent au baseball. Ça, c'est des risques externes qu'on ne contrôle pas, mais c'est quand même des risques. Il y a des risques en matière de gouvernance. S'il y a une mauvaise surveillance au sein du CA, mauvaise prise de décision, vraiment des risques en matière de gouvernance qui sont pas négligeables. Il y a des risques d'atteinte à la réputation. Si vos choses sont tout croches, s'il y a un entraîneur qui fait des frasques, s'il y a une fraude qui est faite, bien, ça va atteindre la réputation de l'organisation. Donc, c'est risqué dans le sens que vous pourriez perdre encore des commanditaires, vous pourriez perdre des bénévoles parce qu'ils ne devraient plus s'associer à une organisation comme celle qui perd sa réputation. Et il y a évidemment des risques financiers. Risques financiers, bien, il y a toujours des risques de fraude. Malheureusement, on entend toujours des histoires d'horreur. De moins en moins, mais on en a tous déjà entendu des histoires d'horreur dans des OBNL. C'est pour ça que c'est important d'avoir de la gestion du risque et des contrôles internes, comme on va parler tantôt. Et il y a évidemment des risques qui sont qualifiés de majeurs. Il peut y avoir des risques à tous les niveaux. Il peut y en avoir des mineurs, il peut y en avoir des majeurs, mais au niveau majeur, les risques, ça peut être aussi important que de perdre des sources importantes de financement, des projets de collecte de fonds qui ne fonctionnent pas comme on avait prévu. Si vous vouliez vendre des fromages au sein de votre association, puis finalement, ça ne lève pas, puis ça a beaucoup de l'argent finalement parce qu'il a fallu payer le fournisseur, puis bien, ça va être important avec une bonne gestion financière de contrôler ces risques-là, puis de diminuer nos dépenses en conséquence. Il y a toujours des risques de fraude. Il y a toujours des risques de réaction inadéquate à des urgences. Comme je vous disais tantôt, si votre information financière n'est pas à jour et puis qu'il arrive une urgence, bien là, on ne sera pas capable de réagir rapidement à savoir si on a de l'argent ou pas. Puis, il y a finalement la perte ou le vol d'informations qui pourrait quand même avoir des conséquences assez néfastes. Pour prévenir ces risques-là, bien, ça prend, puis la fédération n'est pas meilleure que les autres là-dedans,
c'est encore une nouvelle règle que le ministère vient nous imposer cette année. Ça nous prend, une politique de gestion de risque. Une politique de gestion de risque, ben, qu'est-ce qu'on retrouve là-dedans? C'est, ben, on identifie nos risques, on identifie comment les amenuiser. On peut même se créer un comité de risque qui évalue les risques, qui essaie de les prioriser, qu'est-ce qui est plus risqué. Puis pour chacun des risques, ben, comment on peut diminuer notre risque ou comment on peut le prévoir ou comment. C'est un petit peu plus poussé, mais quand même, c'est quelque chose qui peut être intéressant d'avoir une politique de gestion de risque. On y revient aussi un petit peu plus tard. Les pratiques recommandées, il y a des choses quand même qui sont assez simples dans la gestion de risque sans nécessairement avoir une politique de gestion de risque, comme je viens de parler. C'est recommandé, là, mais ça peut être un peu plus complexe. Un code de conduite signé par les administrateurs. En début de saison, en début d'année financière, nous, ça fait une couple d'années déjà qu'on fait ça, un code de conduite que tous les administrateurs signent. Qu'est-ce qu'on a là-dedans? Ben, ça parle de discrétion des discussions ou des décisions. Donc, c'est code de confidentialité. Et puis, évidemment, des conflits d'intérêts. Si l'administrateur a un conflit d'intérêts parce qu'il travaille avec un autre organisme ou il possède un magasin d'équipement de baseball, par exemple, ben, c'est important qu'il le déclare son intérêt dans ce code de conduite signé en début d'année par les administrateurs. Ça veut juste dire qu'il peut quand même être administrateur, mais pour les décisions où il sera en conflit d'intérêt, il est obligé de le déclarer, mais il va devoir se retirer de la décision, de la discussion et de la décision. Implantation de mesures de contrôle interne, c'est une autre pratique qui est recommandée. Des contrôles internes, c'est pas si complexe que ça. Par exemple, c'est quoi l'importance des contrôles internes? Bien, la notion de contrôle interne se définit comme l'ensemble des lignes directrices, mécanismes de contrôle et structures administratives mises en place par la direction en vue d'assurer la conduite ordonnée et efficace des affaires de l'entreprise. C'est quoi l'importance des contrôles internes? Ça vise la prévention des risques. Il s'agit d'être vigilant, d'être bien informé pour pouvoir réagir le plus rapidement possible face aux problèmes qui peuvent se présenter. Il y a des questions à se poser là, sur les mécanismes de gestion financière. Dans votre entreprise, qui est responsable des levées de fonds dans vos organisations? Est-ce que les états financiers sont présentés comme c'est requis à votre assemblée générale annuelle? Est-ce que vos rapports financiers sont assez détaillés pour prendre des décisions éclairées? Il y a plusieurs contrôles internes qu'on peut mettre en place. 2 signatures, c'est vraiment important. S'assurer qu'il y a toujours une double autorisation des chèques, la conciliation bancaire, numératation des billets. Si vous faites une levée de fonds, vous faites tirer des billets de spectacle, des billets de tirage, une numératation des billets. Il y a plusieurs contrôles internes qu'on peut mettre en place. Quels sont les principaux contrôles financiers à mettre en place? Ben, je les effleurerai rapidement. Là. Toujours exiger 2 signatures sur les chèques et même sur les virements bancaires. Là, la plupart des comptes au BNL, ça prend toujours deux signatures. Et une erreur qu'on fait régulièrement, puis qui est déjà faite dans une autre vie, mais c'est de signer des chèques en blanc. On fait jamais ça. Il ne faut pas signer des chèques en blanc. Dans une association, il y a toujours moyen de se voir. Il faut avoir 3 signataires, mais on exige toujours 2 signatures, puis jamais de chèque en blanc. On parlait d'un logiciel comptable adéquat ou un fichier Excel bâti adéquatement qui est facile à comprendre pour tous. On en a parlé tantôt. C'est un bon contrôle interne aussi. Et une documentation adéquate à l'appui de toutes les transactions d'entrée et de sortie de fonds, les bons de commande, les factures, les autres, y compris les éléments de la petite caisse. S'il y a un administrateur qui va voir le trésorier et dit écoute, pourrais-tu me donner 100 $ en argent parce qu'il faut que je commande de la pizza pour les bénévoles, pour tel événement. C'est important d'avoir les factures qui reviennent. C'est important d'avoir toute l'information. On ne part pas à la base avec la présomption que les gens sont des voleurs. C'est juste pour protéger tout le monde puis pour s'enlever de la chaleur sur chacun des administrateurs. Les principaux contrôles financiers, je vous dirais, là, dans les contrôles internes là, à mettre en place, je vous dirais un processus formel d'approbation des dépenses. Qui a le pouvoir de dépenser?
Comment ça se fait? Est-ce qu'une fois que le budget est adopté, ben, le trésorier peut dépenser tout seul? Ça peut être une façon comme ça. Personnellement, la Fédération, notre politique à ce sujet-là, on a un budget en début d'année qui est composé là, de toutes nos dépenses annuelles. Et si on a un projet avec une nouvelle dépense qui coûte 2500 de plus que ce qui était prévu, ben, il faut retourner au comité de finances pour le faire approuver. Donc, ça peut être un processus formel d'approbation des dépenses, c'est un peu comme ça. Une approbation obligatoire des données financières à chaque réunion de CA, comme je vous disais tantôt. Une déclaration des conflits d'intérêts de la part de tous les membres du CA, donc ce que je vous disais aussi tantôt. Ça, c'est 3 contrôles internes qui sont faciles à mettre en place, que vous pourrez mettre en place tout de suite. Donc, dernière étape de notre cycle, la reddition de compte. Reddition de compte, c'est vraiment ce qui vient clôturer notre cycle budgétaire. C'est ce qu'on rencontre à l'AGA, notre Assemblée générale annuelle. Donc, c'est important de le faire, une reddition de compte, autant aux yeux de nos membres, autant aux yeux des parties prenantes, donc de nos commanditaires, de nos partenaires, de notre municipalité. Souvent aussi, ils vont exiger notre reddition de compte, que ça soit bien fait, puis ils sont capables de voir comment on s'en est sorti. Puis la reddition de compte, c'est pas seulement financière. Là. La reddition de compte, c'est plus comme un rapport annuel d'activité où on a, j'aime ça avoir un 2-3 pages sur les activités de l'équipe. Combien de joueurs on a eu cette année, combien de matchs se sont joués, combien d'arbitres on avait, combien de marqueurs on avait. Comme une reddition de compte complète qui va nous dire ben, notre rapport d'activité, comment on était bon cette année. C'est un peu dans ce rapport-là qu'on se lance des fleurs. Puis c'est avec ça ensuite qu'on peut aller à la municipalité ou on peut aller voir des commanditaires pour essayer de nous aider au niveau pour l'avenir. Si on a un rapport, une belle reddition de compte, ben, on a l'air sérieux, on a l'air d'avoir bien fait nos choses. La reddition de compte est essentielle pour faciliter la communication et la gestion des parties prenantes. Comme je vous dis, les membres, les entraîneurs, les commanditaires, la ville, ben, c'est important que tout le monde ait la bonne information. Ça augmente terriblement la crédibilité de l'organisme. On a des régions présentement, des associations régionales qui font des très, très beaux rapports annuels. Baseball Québec, on est obligé d'en faire un depuis toujours, mais maintenant, on a des régions qui en font des très beaux rapport annuel. Je souhaite qu'il y ait des associations aussi qui emboîtent le pas. Là. Puis, comme je vous disais, la reddition de compte, ce n'est pas seulement financière. C'est comme toutes les activités qui s'est passées pendant l'année. Dans la reddition de compte, dans notre rapport annuel, au niveau financier, il y a 2 états financiers qui sont présentement utilisés pour cette reddition de compte-là qui vient compléter notre cycle. On a l'état des résultats d'une période, puis l'état de la situation financière à une date donnée, ce qu'on appelle principalement le bilan. Et on a 2 autres états financiers qui sont souvent préparés à la clôture de l'exercice financier, l'état de l'évolution de l'actif net, donc comment l'entreprise, comment l'organisme s'est enrichi au cours des années, et l'état des flux de trésorerie. Donc, quelles sont nos liquidités, c'est quoi le cash qu'on a pour faire des opérations, qu'est-ce qu'on a de liquide dans notre organisation qu'on peut utiliser. Évidemment, vous pouvez utiliser les termes que vous voulez pour ces rapports-là, là, comme l'état des résultats, le bilan, on utilise vraiment surtout le bilan. L'état des résultats, ben, c'est un sommaire des produits et des charges d'une période. Je ne sais pas, vos années financières sont de quelle date à quelle date, mais la mienne à Baseball Québec est du 1er janvier au 31 décembre. Donc, l'état des résultats, c'est tous mes produits puis mes charges, tous mes revenus et mes dépenses qui sont passés durant l'année. Et dans mon état des résultats, très important dans ma reddition de compte à la fin de l'année, j'ai toujours le comparatif avec l'exercice annuel précédent. Donc, quand vous regardez le rapport annuel de la Fédération où les états financiers sont produits à chaque année, bien, vous voyez la dernière année, qui est notre année d'opération désignée par le rapport annuel, mais vous voyez aussi la colonne à côté qui est l'année d'avant. En gros, ça ressemble un peu à ça. On a l'association de baseball, l'état des résultats pour l'exercice terminé le 31 décembre. Donc, si on parlait de l'année 2020 où on a produit ce rapport annuel-là, bien, on a tous nos produits, toutes nos charges ensuite. Ce qui fait que l'excédent des produits sur les charges, mettons, en l'année 2020, on a fait un profit de 3 200. En 2019, 3 300. C'est des résultats fictifs là, pour une association de baseball. Vous voyez tous les produits qu'on a, les subventions, la campagne de financement, les revenus de joueurs, d'officiels, la vente d'objets promo, puis il peut y avoir des commandites, il peut y avoir plein de choses. Puis les charges, ben, on regroupe ça évidemment par
par poste, donc des charges de déplacement, de nourriture, d'équipement. Vraiment, on catégorise ça là, par des postes spécifiques. Au niveau du bilan, le bilan, c'est un peu différent parce que le bilan, c'est établi à une date précise. Supposons, moi, quand je l'établis à la fin de l'année, c'est encore au 31 décembre, mais ce n'est pas pour des choses qui sont arrivées depuis, ce n'est pas pour une période de temps, mais c'est vraiment à une date précise. J'imagine que vous comprenez un petit peu la différence là. Et l'actif, notre actif, donc ce qu'on possède, est égal à nos passifs plus l'actif net, plus ce que la compagnie a veut. Donc, ce que la compagnie a vaut, pardon. Puis l'organisation de l'actif et du passif est assez importante. Je vais vous emmener sur la slide suivante, qui est le bilan encore d'une association que j'ai créée fictivement. Vous voyez, l'actif, ça commence toujours par l'actif à court terme. Les premiers éléments au bilan pour l'actif sont les choses qui sont le plus liquides, les choses qu'on est capable de servir rapidement, le plus rapidement possible. Comme l'encaisse, ben, notre compte de banque, c'est facile, on est capable de s'en servir. Les comptes clients aussi, subventions à recevoir, c'est quand même quelque chose d'un peu moins tangible que l'encaisse, mais c'est quand même, il faut garder ça là, vraiment en ordre de ce qui est plus facile, ce qui est le plus liquide. Puis voyons ensuite dans les actifs, on a des placements puis des mobilisations, d'équipement ou du matériel. Passif, c'est la même chose. Au niveau du passif, on commence toujours avec les choses qui sont à court terme. Donc, des comptes à payer qu'on est capable de payer tout de suite, des revenus perçus d'avance et des emprunts bancaires, s'il y en a, bien ça, des fois, c'est un petit peu plus long. Donc, ça va un petit peu plus loin dans la liste au niveau du passif. Ce qui fait que notre actif, pour cet exemple-ci, qui serait 8 850 pour 2020, et notre passif qui serait de 2 000 donc ici 2 000 plus 0, 2 000, ce qui fait qu'on a un actif net de 6 850. Donc, 8 850 moins 2 000, 6 850. Ce qu'on appelle l'avoir des propriétaires, l'actif net de l'entreprise. C'est vraiment ce montant-là que l'organisme vaut. Pas présentement là, en actif, en surplus, je dirais. Pas en surplus, mais en valeur nette aux yeux de tout le monde. En résumé, il y a quelques mesures qu'on peut adopter très bien. Ça complétait la reddition de compte. Là. En résumé, il y a quelques éléments qu'on peut adopter rapidement qui sont des quick wins, qu'on est capable de, déjà avec ça, d'améliorer un petit peu, moyennement, nos bonnes pratiques pour essayer de protéger tout le monde. Première chose, faire signer un code de conduite à vos administrateurs. J'en ai un modèle que je peux vous faire parvenir, ça va me faire plaisir. On est en train de construire tout ça puis de mettre ça disponible à nos membres. Code de conduite qui inclut un code de confidentialité et puis un conflit d'intérêt, déclaration de conflit d'intérêt. Toujours 2 signatures, jamais de chèque en blanc. Ça fait partie des mesures adoptées très, très facilement. Faire des rapports des finances à chaque réunion du conseil d'administration. Présenter nos budgets avec les comparatifs de l'année précédente, comme je disais tantôt, le budget puis le réel. Si je fais le budget de 2022 que je suis en train de faire présentement, ben, je vais présenter le budget de 2021 puis les résultats de 2021 à la fin de l'année aussi. Donc, pour avoir toujours des comparatifs. Évaluer l'efficacité de vos procédés comptables, logiciels, etc. Nous, on est assez chanceux. C'est une firme externe qui fait notre tenue de livre. Procéder à l'évaluation de vos risques et préparer des pistes de solutions pour les atténuer. Des fois, ce n'est pas grand-chose, mais juste le fait de vous pencher sur ces risques-là, ben, ça va vous aider à trouver des solutions pour essayer de les atténuer pour pas que ça se produise. Documentation adéquate de toutes les transactions, s'assurer de toujours avoir des pièces justificatives, des reçus, des factures, des bons de commande, s'assurer d'avoir toujours ça au soutien des sorties d'argent ou des entrées d'argent que vous faites. Et compléter une reddition de compte conforme aux règles de l'art, donc état des résultats, bilan, état de l'actif net. Flux de trésorerie, je vous dirais, un peu moins important, mais quand même, ça fait partie des états financiers si vous voulez le faire complètement. Si vous voulez voir le rapport annuel de la Fédération, il est en ligne dans la section documentation sur le site de Baseball Québec, donc ça peut vous donner une idée. Nous, c'est un auditeur externe qui prépare nos états financiers. En fait, je prépare les états financiers, mais il va tous les auditer, il va tous les vérifier et ensuite, il va signer une déclaration comme quoi que nos contrôles internes sont bons puis qu'on fait les choses comme du monde qui sont satisfaits.
Pour aller un peu plus loin dans ce travail-là, parce que là, je vous montrais un peu une coupe de quick win qu'on est capable de, une coupe d'éléments clés qu'on est capable d'adopter dès maintenant pour avoir une meilleure gestion financière. Mais il y a quand même une coupe de pistes de solutions, là, quelques-unes pour aller un petit peu plus loin. Comme je vous disais, un comité d'audit ou un comité de finances ou d'audit et finances, c'est quelque chose qui est quand même une bonne chose qui sert à protéger les administrateurs. Et puis, comme je vous disais, c'est des gens qui, peut-être 3 personnes au sein de votre CA qui vont plus approfondir au niveau des finances pendant l'année, puis qui vont plus faire les suivis entre eux, puis qu'ensuite vont pouvoir faire des recommandations au conseil d'administration. Donc, ça évite souvent là, ben, des agréments où on présente des finances à des gens ou 3 quarts d'administrateurs qui s'en foutent ou qui n'ont pas d'intérêt. Donc, si le comité de finances qu'eux autres ont nommé est capable de recommander votre travail, ben, c'est une très bonne chose. Pour aller un peu plus loin aussi, on peut avoir un recueil de politique administrative, comme je vous disais tantôt, qui a le droit de dépenser, comment vous faites votre vérification à la fin de l'année. Encore là, c'est toutes des choses que vous pouvez mettre sur papier pour essayer de protéger tout le monde. Puis finalement, ben, ce qui n'est pas nécessaire, mais qui c'est vraiment encore plus pour aller plus loin, ben, l'audition de vos états financiers par un auditeur externe. Il y a des régions qui le font. Je sais qu'il y a des associations, que les villes l'exigent aussi. Ce n'est pas un gros travail pour une association locale, mais ça peut protéger là, efficacement tout le monde. Alors, ça complète cette petite présentation. Je vais arrêter le partage pour aller voir si on a des questions. Si vous avez des questions, allez écrire ça dans le chat, puis je vais y répondre sans problème. Sinon, si c'est trop compliqué à écrire, vous pouvez juste me dire aussi que vous avez une question, puis je peux vous donner un droit de parole aussi, là. Merci, Martin, ça fait plaisir. J'avais Jennifer qui demandait est-ce que c'est possible d'avoir un exemplaire de gestion de risque, les documents pour les administrateurs? Oui, effectivement, on est en train de travailler là-dessus. On aimerait ça sortir. On avait une boîte à outils qu'on appelait administrative, mais on est passé à autre chose avec le nouveau code de gouvernance que le gouvernement nous impose. Je suis en train de rédiger actuellement environ 25 politiques différentes. Ce n'est pas ce qu'on demande évidemment aux associations. C'est beaucoup, beaucoup de politique, la protection du logo, la protection de la propriété intellectuelle, la politique de placement. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup de choses. Mais on est en train de produire quelque chose qui va pouvoir être mis à la disposition des associations. Si, entre-temps, vous avez un besoin spécifique pour une politique quelconque, bien, vous pouvez m'écrire, puis j'essaierai de vous aider, et peut-être de vous montrer ce qu'on a jusqu'à maintenant. Sonia, est-ce qu'on doit faire des impôts? La règle, c'est oui. Je sais qu'il y a beaucoup d'associations qui ne complètent pas de rapport d'impôt, mais quand on est enregistré à la chaire d'organisme, tout le monde devrait l'être en principe, là, ça fait partie des exigences de la fédération. Ben, oui, il faut faire un rapport d'impôt. Évidemment, comme vous êtes des OBNL, il n'y a pas d'impôt à payer. Ça arrive à zéro, mais il faut payer quand même votre 30 quelques dollars de déclaration annuelle au registre des entreprises. Est-ce qu'on doit produire des T4 et relevé 1 pour les arbitres et marqueurs? J'avais peur que cette question-là arrive. On n'a pas de directive provinciale à ce sujet-là. Je vous dirais que la règle dans la vie, c'est que tout le monde doit payer ses impôts sur les revenus qu'il fait. Maintenant, comment ça doit se faire? On est en train d'étudier la question présentement avec des fiscalistes de chez Raymond Chabot pour essayer d'avoir peut-être une directive qui va venir à court terme, mais c'est une question qui est vraiment complexe. Le soccer s'y est penché parce qu'il y a des associations qui se sont faites prendre à ne pas donner de T4 et le ministère du Revenu les considérait comme des employeurs et non pas, ne considérait pas les officiels comme des travailleurs autonomes, les considérait comme des salariés pour certaines raisons. Donc, on est en train de regarder tout ça, puis de faire des démarches avec des fiscalistes pour essayer d'avoir des choses un peu plus claires, mais je dirais que la règle, tout le monde doit payer ses impôts dans la vie, on n'y échappe pas. Est-ce qu'il y a un maximum que l'organisme peut avoir comme encaisse, exemple 50 000? Benoît, non, il n'y a pas un maximum. Évidemment, un OBNL n'est pas là pour faire de l'argent. Quand vous avez
des projets futurs. Puis c'est pour ça, c'est facilement justifiable pourquoi vous pouvez avoir un montant maximum dans vos coffres qui va vous mener vers ce que vous avez de besoin. Ça s'explique bien. C'est pour ça qu'on peut avoir des encaisses réservées qu'on appelle. Donc, dans l'actif net, on peut avoir des encaisses réservées pour un projet spécifique. Il n'y a pas de règle en tant que telle. Moi, je vous dirais, c'est sage de garder environ un 10 de votre budget d'opération dans vos coffres d'année en année. Quoique, c'est sûr que si une association ambitionnait puis il y avait vraiment plusieurs dizaines, voire centaines de milliers de dollars, ça pourrait être problématique. On pourrait s'exposer à des risques et à des questionnements de la part de Revenu Québec, mais il n'y a pas de règle spécifique à ce niveau-là. Évidemment, l'OBNL n'est pas là pour faire de l'argent, mais c'est normal qu'on en ait quand même un peu. Luc, est-ce que la présentation PowerPoint de ce soir ainsi que l'enregistrement du webinaire seront disponibles sur le site de Baseball Québec ou comment pourrons-nous l'obtenir? Oui, Audrey m'a confirmé que d'ici quelques jours, semaines, ce sera disponible, je crois, sur la chaîne YouTube de la Fédération. Et ma présentation PowerPoint, il sera sans problème. J'ai aucun problème à la donner. Donc, vous aurez des nouvelles sous peu à ce sujet-là. Daniel, quel montant d'argent peut-on avoir dans notre compte de banque en fin de saison? On entend souvent 1 000 $. C'est une règle qui peut être une légende urbaine, mais il n'y a pas de normes spécifiques. Comme je vous disais, moi, j'aime bien qu'une association conserve au moins 10 de son budget d'opération, donc 10 de ses dépenses annuelles. Si les dépenses annuelles, c'est 100 000, ben, qu'il traîne un 10 000 d'année en année dans le compte de banque, je trouve que c'est une bonne façon de pallier aux imprévus. Pardon. Est-ce qu'on a d'autres questions ou est-ce que ça fait le tour? Je crois qu'il n'y en a pas. Comme je disais, je vais vous écrire mon courriel dans le chat. Si jamais vous avez des questions plus spécifiques sur tant au niveau des finances qu'au niveau de la gouvernance, ça me fait plaisir de vous aider. Mon courriel est toujours accessible. Très occupé en ce moment, mais si je suis capable de vous aider, ça va me faire vraiment plaisir. Jennifer dit, est-ce qu'Audrey peut nous envoyer les informations pour la chaîne YouTube au même titre que les rappels de réunion de soir? Ce soir, OK, oui, ça serait vraiment génial, je comprends. Les rappels, je pense que c'était quand même automatisé avec notre plateforme de formation, mais je vais faire le message à Audrey pour voir comment on peut essayer d'aider tout le monde avec ça. Alors, ça complète pour ma part. Je crois qu'on a fait le tour. Vous avez mon courriel. Ça va me faire plaisir de vous aider. J'espère que ce fut utile. J'espère qu'il y a des petites victoires que vous pouvez faire dans vos associations respectives qui vont pouvoir aider, qui vont pouvoir vous aider, vos administrateurs, puis votre saine gestion financière. Je vous souhaite un beau temps des fêtes, même si c'est encore un peu tôt, dans un mois. Je vous souhaite un beau temps des fêtes, passez du temps avec tout le monde, puis revenez-nous en forme pour le baseball l'année prochaine. Et bonne soirée. Merci.